Merci Frédéric. Bonjour à tout le monde. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de leur invitation à ce webinaire et naturellement adresser toutes mes salutations aux différents intervenants. Donc, le sujet de mon intervention, comme Frédéric vient de le rappeler, c'est l'Union africaine face à la crise de la COVID-19. Donc, ce qui est sûr, à l'instar des menaces transfrontières et asymétriques comme le terrorisme, la cybercriminalité, la COVID-19 a exigé une diplomatie multilatérale. Donc, les États-nations sont en effet peu enclins à répondre efficacement à tous les effets sanitaires, sociaux et économiques qu'implique la pandémie. La coopération multilatérale, dans le cas particulier de cette pandémie, se justifie par l'assimilation de la santé en droit fondamental, si on convoque le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et en bien public mondial, c'est-à-dire un bien public dont les avantages sont fortement universels en termes de pays, en termes de personnes et également en termes de générations. Il découle de cette assimilation de la santé en droit fondamental et en bien public mondial que la mondialisation économique doit s'accompagner de nouvelles formes de protection qui viseraient les droits sociaux et l'environnement. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que la dimension éthique de l'action des organisations internationales peut être postulée. Or, on a pu constater que la gestion de la crise sanitaire a révélé l'incomplétude de la coordination mondiale en matière de protection de la santé. L'Union africaine, précisément, car c'est l'objet de notre propos, a des compétences en matière de santé publique, mais indirectement à travers la protection de certaines catégories vulnérables. Euh, je pense là au protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées de 2016. Je pense au statut du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies de 2016 également. Je pense également au protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées qui est plus récent, qui date de 2018. Donc, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, particulièrement, l'Union africaine, en tant qu'institution de coopération en Afrique, la principale, la plus importante, vise a eu pour objectif d'éviter une mise en concurrence inéquitable entre États. L'Union africaine promeut également une approche solidaire, une approche commune, une approche concertée. Et cette gestion peut être qualifiée d'éthique dans le sens où la notion renverrait à la recherche d'un idéal, d'une équité, d'une justice. Il s'agit en l'espèce de faire en sorte que la crise ne creuse pas davantage les inégalités entre les différents États en Afrique, des États qui ont des niveaux de développement économique assez disparates. Toutefois, il faut le souligner, l'action de l'Union africaine comporte certaines insuffisances dues à l'absence de véritable État-providence en Afrique, contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres continents comme en Europe, ou d'États simplement qui disposeraient, à quelques exceptions près, comme l'Afrique du Sud, qui disposeraient d'un modèle social qui pourrait pallier les manquements de la coopération multilatérale. C'est pourquoi j'aborderai dans un premier temps la recherche d'une gouvernance multilatérale solidaire avant de dresser dans un second temps les obstacles à l'application des standards éthiques régionaux. Donc, dans la première partie, je vais m'atteler à vous présenter ce que j'appelle la recherche d'une gouvernance multilatérale solidaire, la recherche de la part de l'Union africaine, bien entendu. Et dire que les considérations éthiques dans la gouvernance multilatérale de l'Union africaine s'expliquent par le souci d'une gestion rigoureuse, collective et concertée de la crise. Et cette gestion se justifie par l'incapacité des États-nations en Afrique, incapacité à faire face aux différentes menaces transfrontières et la nécessité de penser collectivement les réponses à la pandémie, surtout que les États africains ont très peu de moyens financiers pour faire face à la crise. Et donc, l'action institutionnelle, très concrètement, est mise en œuvre par de nombreux organes. On peut citer, entre autres, le MAEP, c'est-à-dire le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, qui a jugé utile d'évaluer les actions menées par ces États membres pour lutter contre la propagation du virus et contenir son impact sur les populations et leur économie. Entre autres organisations
Il y a l'ONU Femmes et l'Union africaine aussi, qui, en partenariat avec la Commission économique pour l'Afrique, qui ont voulu prendre en compte les questions de genre. C'est une dimension qui a été importante dans la gestion de cette crise, les dimensions des genres, la condition féminine, en vue de discuter de la pandémie de la COVID, avec un accent particulier sur les mesures à prendre pour atténuer les effets de la crise sur les femmes et les filles. Il y a aussi comme mécanisme, et je pense que c'est le plus important, il y a le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies, qui a été mis en place par la conférence des chefs d'État en janvier 2015. Et institutionnellement, c'est un organe technique spécialisé de l'Union africaine qui a pour mission, globalement, le contrôle et la prévention des maladies en Afrique. Donc, pas que la COVID-19, mais de toutes les maladies en Afrique. On peut citer également Ebola dans ce cadre. Et le centre vise à renforcer les systèmes d'alerte précoce afin d'intervenir efficacement lorsqu'il y a une urgence sanitaire. Le centre assure également la coordination et l'harmonisation des différentes actions étatiques en matière de santé publique. Donc, plus que les autres organes, je le disais tout à l'heure, le centre occupe une place institutionnelle centrale en raison des objectifs poursuivis en matière de santé publique. Le centre coordonne, par exemple, les réponses aux situations d'urgence sanitaire. Il facilite la réalisation par les États de l'exigence de conformité aux règles fixées dans le cadre de l'Organisation mondiale pour la santé. Le centre permet la collaboration entre États membres dans le cadre d'une démarche inclusive et il propose aussi une cartographie régionale en fonction du niveau de danger constaté. Donc, le centre poursuit plusieurs objectifs et arrive à réaliser certains de ces objectifs au moyen de certains principes directeurs, leadership, la crédibilité, la promptitude, la transparence, etc. Mais ce qu'il faut dire, c'est que malgré l'énoncé clair de ces objectifs, la dynamique de gestion collective de la crise impulsée par ce centre s'est confrontée à de fortes disparités entre États. Le centre prévoit, par exemple, un mécanisme de délégation de pouvoir. Or, les États eux-mêmes ont dû faire face, c'est le cas du Sénégal, par exemple, ont dû faire face à l'atomisation, à l'éclatement du pouvoir institutionnel qui a été confisqué, concurrencé par des cercles infra-étatiques de pouvoir. Par exemple, au Sénégal, des confréries religieuses, des cercles infra-étatiques qui confisquaient le pouvoir et qui prenaient malheureusement le dessus sur le pouvoir politique qui est normalement incarné par l'État. Autre principe directeur, la transparence, qui relevait un peu en Afrique de l'illusion en raison de la gestion informelle de la crise dans beaucoup de pays africains. Les chiffres officiels de personnes atteintes n'étaient pas représentatifs de la réalité dans un pays comme le Sénégal où pendant longtemps n'ont été testés que ceux qui voyageaient. Et il y avait également, et ça c'est dans le cas de plusieurs pays africains, l'absence d'une information fiable sur le degré d'impact de la maladie sur les populations. Par exemple, le coût variable et parfois exorbitant des tests COVID-19. Et d'ailleurs, lorsqu'on prend l'exemple précis des coûts de tests, certains pays comme le Ghana, comme le Nigeria, faisaient payer jusqu'à $150 le test PCR. Là où, par exemple, au Sénégal, il fallait simplement débourser 60 € pour le même test. Et ceci, d'ailleurs, pour éviter ces disparités, avait poussé la CEDEAO, qui est une organisation sous-régionale d'intégration économique qui regroupe les États de l'Afrique noire francophone de l'Ouest, qui avait poussé la CEDEAO en tant qu'institution internationale à harmoniser les prix des tests PCR dans sa zone en janvier dernier, il y a un mois. Et en effet, l'annonce avait été faite le 23 janvier 2021, ça fait un mois, par le président de la commission de la CEDEAO, donc de cette organisation d'intégration sous-régionale. Et les pays de la CEDEAO se sont donc engagés à harmoniser les prix des tests PCR pour détecter la COVID, le virus, en le fixant désormais pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest à $50 américains. Néanmoins, il faut dire que les disparités par rapport au prix des tests existent encore au sein de l'Union africaine, avec des tarifs qui continuent à différer en fonction des zones et des communautés économiques régionales, parce qu'il y en a plusieurs en Afrique. Et dans de telles conditions,
l'objectif de transparence annoncé par le centre ne pouvait que difficilement être atteint. Par ailleurs, les modalités de répartition des vaccins accréditent en Afrique les avantages du multilatéralisme. L'Union africaine mène en effet une politique de financement des campagnes de vaccination en soutenant la concrétisation du programme COVAX. Le dispositif doit fournir, il est utile de le rappeler, d'ici la fin de l'année 2021, jusqu'à 600 millions de doses à l'Afrique, soit suffisamment pour vacciner au moins 20% de la population africaine. Et donc, le Nigeria, le Kenya, l'Angola, la République démocratique du Congo et la Gambie ont reçu leur première dose de COVAX hier, le 2 mars. Et le Sénégal attend aujourd'hui, mercredi 3 mars, 324 000 doses de vaccins issus du programme COVAX. Donc, l'idée ici est qu'aucun État ne puisse retarder le déclenchement de la vaccination massive sur son territoire. Ainsi, la Banque africaine d'import-export rendra possible les paiements auprès des fabricants directement et intervient au nom de l'État, au nom des États qui ne peuvent évidemment pas financer l'achat de vaccins. Il n'en demeure pas moins que l'action institutionnelle, qu'elle soit celle de l'OMS, celle du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies ou celle de la Commission de l'Union africaine, en vue de soutenir les États africains à répondre efficacement à la crise, se heurte à certains obstacles. Et ce sont ces obstacles qui constitueront la deuxième partie de notre présentation intitulée « Les obstacles à l'application de standards éthiques régionaux ». Il faut dire qu'en Afrique, la fragilité des systèmes de santé, l'importance des maladies chroniques, les maladies respiratoires surtout, le surpeuplement dans les villes accroissent les vulnérabilités et constituent autant d'obstacles à l'efficacité de la gouvernance multilatérale quand on menait l'Union africaine. Donc, à rebours d'autres modèles de société, comme en Europe et en Amérique, l'Afrique fait déjà face à de nombreuses maladies infectieuses. On a parlé du VIH, on peut citer également la tuberculose, le paludisme, Ebola. Et donc, la crise actuelle, celle de la COVID-19, exacerbée par les épidémies antérieurement apparues sur le continent, ne comporte pas seulement des conséquences en matière de santé publique, elle accentue également le ralentissement de la tendance positive que les économies africaines ont connue au cours des 10 dernières années. Et cette crise, il faut le dire, crée un certain nombre de fractures en Afrique. Une fracture sanitaire, par exemple. Fracture sanitaire, pourquoi? Parce que tout simplement, en Afrique subsaharienne, des études ont montré qu'il y a malheureusement que 2 médecins pour 10 000 habitants, alors que le rapport est de 25 médecins pour 10 000 habitants en Europe et 23 médecins pour 10 000 habitants en Asie. Par exemple, le constat est le même par rapport au ratio des lits d'hôpitaux, par rapport à la densité de la population. Le rapport est de 10 lits d'hôpitaux pour 10 000 personnes en Afrique, alors qu'en Europe, c'est 63 lits d'hôpitaux pour 10 000 personnes. Et donc, il y a des États qui sont notoirement sous-dotés. Par exemple, la République centrafricaine compte seulement que 5 respirateurs pour 5 millions d'habitants. Le Burkina Faso, 5 respirateurs pour 19 millions d'habitants. Et la Sierra Leone, 18 respirateurs pour une population estimée approximativement à 8 millions d'habitants. Donc, il y a une fracture sanitaire qui est nette, qui est claire, malheureusement. Il y a aussi une fracture numérique. Fracture numérique qui est la raison principale de l'impossibilité du télétravail en Afrique. Il est difficile, en raison également du niveau de développement des États, que les administrations locales puissent financer et soutenir les nouvelles technologies. Donc, fracture, on l'a dit, sanitaire, fracture numérique, fracture géographique aussi, en raison de la qualité de l'offre de santé qui se dégrade selon l'éloignement de la capitale. Et à ce titre, il faut souligner que l'OMS a très tôt souligné le potentiel de propagation dans les pays où les systèmes de santé sont plus faibles. Enfin, on peut également noter une fracture, et c'est la fracture qui me semble d'ailleurs la plus importante, une fracture économique entre États de l'Union africaine, États membres de l'Union africaine. De nombreux pays africains ont été sévèrement touchés économiquement par la pandémie. Donc, les pays vulnérables et moins développés en particulier
n'ont pas les moyens financiers de faire face aux difficultés économiques qui résultent de la crise. Chute de la croissance économique, de la croissance, économie informelle en panne, exportation des produits de base fortement atteinte, rentrée d'argent de la diaspora réduite. À titre d'exemple, 90% de la population en Afrique survit grâce au secteur informel, artisanat, restauration, petit commerce. Et cette réalité explique la disparité des mesures prises pour faire face à la crise sanitaire. Au Bénin, par exemple, le président a très tôt écarté le choix d'un confinement long, car le pays repose sur cette économie informelle. Alors qu'en Afrique du Sud, le confinement long, le confinement général, a été imposé parce que plus adapté au niveau de développement économique de l'Afrique du Sud. Et donc, il y a des pertes de recettes dues à la gestion de cette crise et pour ça, les États ont adopté différentes stratégies. Par exemple, au Sénégal, il y a eu un plan de résilience estimé à 2 milliards de dollars afin de soutenir les ménages et les entreprises parce qu'effectivement, du fait de la panne de l'économie, les États ne pouvaient pas assurer tous les problèmes finalement générés par la gestion de la crise. Et enfin, pour pas, parce qu'il me semble que j'ai atteint les 15 minutes, conclure simplement rapidement pour dire que la gestion de cette crise en Afrique pourrait reconfigurer la géopolitique du monde et des rapports entre États. Pourquoi? La Chine occupe le terrain africain pour l'instant par une assistance internationale qui passe par le don de vaccins, de respirateurs, des kits de tests, des masques, alors que l'Europe et l'Amérique, qui étaient les partenaires, qui sont toujours d'ailleurs les partenaires traditionnels de l'Afrique, sont davantage préoccupés par la gestion de la crise dans leurs propres frontières, dans leurs frontières respectives. Donc, même si, il faut le dire récemment, le président français a demandé à ce que les pays riches transfèrent 3 à 5% de leur stock de vaccins à l'Afrique. Ce qui fait dire à certains que sur le continent, la santé publique est désormais associée à la nouvelle route de la soie que Pékin cherche à dérouler à travers le monde. Je pense avoir un peu débordé des 15 minutes, mais voilà rapidement l'économie sur l'action de l'Union africaine face à la crise de la COVID-19. Je vous remercie. Merci beaucoup Sidi Alpha pour cette présentation. J'ai une première réaction avant que le public ne soulève des questions ou des remarques. Sur la question de la transparence qui a été évoquée via la question du prix des tests et des très grandes disparités qui peuvent être constatées entre différents États. Je me suis fait la réflexion que cette problématique de la transparence était déjà réapparue à plusieurs reprises dans le cadre de nos webinaires. Et par exemple, concernant la France, il a été indiqué au début de la crise que les avis rendus par le conseil scientifique qui conseille donc le pouvoir exécutif français, ces avis devaient être rendus publics. Alors c'est ce qui se fait, mais on observe une problématique où on jongle un petit peu avec le temps et où la transparence, donc qui est prévue par le texte de référence, est assurée, mais parfois avec quelques jours de décalage. Ce qui est donc une transparence un petit peu aménagée. Alors, je suis frappée naturellement après t'avoir entendu de constater qu'il y a une très grande diversité de situations, ce qu'on pouvait imaginer dès lors qu'on entrait plus dans la spécificité de la région. Mais il me semble qu'à aucun moment nous n'avons parlé de conseils scientifiques nationaux. Il a été question éventuellement de contre-ordres apportés par des autorités religieuses par rapport au pouvoir d'État ou des choses de ce genre. Est-ce qu'à ta connaissance, il y a eu des conseils scientifiques mis en place dans des États de la région? Est-ce que, au regard des situations que tu connais de mieux, il y a une expertise scientifique qui est particulièrement mobilisée, ou bien est-on exclusivement dans la décision politique? C'est un peu la question que
Je me pose parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de conseil scientifique concernant ces États. Oui, oui, c'est exactement ça, en fait. Et la communauté scientifique a déploré l'absence justement de conseils scientifiques, en tout cas dans certains États, dans tous les États, hein, je pense de l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas eu de conseil scientifique à l'image de ce qui s'est passé en France. Et ce qui a été dénoncé par les populations, c'était justement le fait que les gouvernements ne demandaient leur avis qu'à des autorités investies d'un pouvoir qui n'était pas scientifique. Je vais parler dans ma présentation des religieux, etc. Euh, pour ne pas s'affaiblir, le pouvoir finalement a préféré consulter les véritables dépositaires malheureusement du pouvoir, pas du pouvoir politique, mais du pouvoir social. Et euh, malheureusement, c'était pas les scientifiques, c'était des religieux, des cercles infra-étatiques. Et donc, il n'y avait pas, je le confirme, il n'y avait pas de conseil scientifique, ni au Sénégal, ni dans d'autres pays de l'Afrique noire francophone, de l'Ouest en tout cas. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions par les personnes qui assistent au webinaire, les questions pouvant passer par l'intermédiaire du chat, hein, bien évidemment. Donc, on pourra peut-être revenir sur ces questions à la fin du webinaire. Donc, merci beaucoup, Sidi Alpha. Donc, je propose que nous entendions maintenant Emmanuel Rial Sebag. Alors, donc, Emmanuel va notamment nous parler du rôle du Comité international de bioéthique et de la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies de l'UNESCO, qui ont pris des positions fortes. Alors dès le début de la crise, avec un appel qui avait été lancé au mois d'avril 2020 pour institutionnaliser une stratégie donnant la priorité à la santé et à la sécurité des individus, et qui a adopté il y a quelques jours un nouvel appel en faveur de l'équité et de la solidarité mondiale en matière de vaccins. Donc on retrouve cette problématique des vaccins bien publics mondiaux. Donc je cède la parole à Emmanuel Rial Sebag.